Le droit crée-t-il la liberté, ou plutôt les libertés? Précisons immédiatement ce questionnement. Lorsque la Déclaration des droits de l'homme affirme que tous les hommes naissent libres et égaux en droit, faut-il entendre par là que c'est aussi le droit qui crée la liberté? Le droit crée l'ordre voulu et instauré par l'homme par rapport à l'ordre de la nature. L'ordre et le droit humain se proposent d'introduire la règle éthique dans le vivre ensemble des hommes. Si pour les inégalités naturelles, il apparaît clairement que c'est le régime du droit, à travers la législation et la réglementation, qui introduit une rectification égalitaire, peut-on dire qu'en ce qui concerne la liberté, ce soit également le même régime du droit, à travers la même législation, qui crée la liberté? Il faut faire une distinction entre la liberté attachée à l'individu et les libertés publiques. En effet, les lois sur la liberté d'association, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de réunion, sont-elles le tout de la liberté? Autrement dit, ces lois épuisent-elles la compréhension qu'il faut se faire de la question de la liberté? Mais voyons d'abord ce que font ces lois. Que font les lois? Les lois sur les libertés publiques fixent les conditions dans lesquelles chacune d'elles s'exerce et en dehors desquelles on se met hors la loi. La loi sur la liberté d'association peut disposer que les associations constituées sur une base ethnique ou tribale ne sont pas autorisées. La loi sur la liberté d'opinion peut proscrire toute expression publique des opinions négatives, discriminatoires et désobligeantes concernant tel ou tel groupe minoritaire ou telle race. Dans ces deux cas illustratifs, on voit bien que le droit ouvre une possibilité, celle de jouir d'une sorte de pouvoir ou d'une sorte de facilité, en même temps qu'il définit les limites de jouissance de cette même facilité ou de ce même pouvoir. Par son côté ouverture, la loi donne une autorisation, tandis que par son côté fermeture, elle procède à ce qui ressemble à un bornage de la liberté. À quoi se ramène donc la liberté en tant que telle dans ce qu'on appelle les libertés publiques? Elle se ramène à des actions de conformité ou de non-conformité au texte de loi. La liberté ici consiste à se conformer à ce que dit et prescrit la loi. Mais en réalité, tant qu'il y a conformité des agissements avec les lois, on ne perçoit plus la réalité du label liberté d'expression ou liberté d'opinion. On a affaire à une quotidienneté de conformisme ou de conformation à l'ordre établi, qui est plutôt fait de fonctionnement routinier et mécanique, qui est fait d'habitude et d'anonymat, bref, de tout le contraire de ce que suggère l'idée même de liberté. Par contre, une forte impression d'expression de la liberté se dégage de la moindre production d'une infraction à la loi. L'individu qui se met hors la loi semble exprimer davantage de comportement libre que celui qui s'inscrit dans la conformité avec la loi. On ne peut pourtant pas dire que le cadrage qu'instaure le régime du droit
se fait contre la liberté. Dans les rapports entre les hommes en société, la tendance naturelle de chacun le pousse à ne s'intéresser qu'à soi-même et à ne suivre que ses penchants personnels et naturels. C'est l'ordre du chacun pour soi et du triomphe des égoïsmes. L'ordre correctif de cet ordre naturel, à savoir l'ordre humain, comme l'appelle Jean-Jacques Rousseau, sollicite la participation de chacun et repose sur la possibilité de reconnaissance et de l'identification de l'intérêt général par chaque homme. De telle sorte que le droit et la loi civile peuvent être présentés comme voulus par chaque individu en particulier. Il s'agit bel et bien de cette volonté générale, selon Rousseau, à l'expression de laquelle participent ou doivent participer les volontés particulières. Ici, chacun se retrouve être à la fois sujet et souverain, législateur et justiciable. On ne peut donc pas dire que le cadrage qu'instaure le régime du droit se fait contre la liberté. Au contraire, la loi civile et la loi morale devraient être considérées comme le produit de la liberté créatrice de l'homme, guidée par la raison supposée universelle. À présent, comment s'exprime la liberté individuelle face à l'obstacle et à la réglementation? Elle commence par se manifester dans des moments de révolte, des moments où on dit non, des moments de rejet, des moments de refus d'un ordre existant qui appelle son changement. Et ce moment est suivi de celui de la construction, de l'affirmation d'autre chose, de l'instauration d'un ordre nouveau. C'est résolument le moment positif dans l'expression de la liberté. On peut voir qu'il s'agisse du moment du non ou qu'il s'agisse de ce moment de construction, la liberté apparaît comme n'étant pas à attendre ni à un commencement, ni à une fin quelconque d'un processus. Si le moment du non n'est pas le tout de la liberté, le moment de la construction terminée n'est pas non plus le moment de capitalisation de la liberté, parce que la liberté ne se laisse pas capitaliser. La liberté n'est jamais acquise une fois pour toutes comme un bien. La liberté s'exprime comme une aptitude, une capacité, dans le premier moment par lequel l'homme révèle qu'il n'est pas collé à la nature et qu'il est apte à s'en détacher pour créer un autre monde, pour créer un nouveau monde. Le second moment de la construction est celui de la créativité constructive, comme nous l'avons déjà dit. C'est le véritable moment pour l'expression de sa liberté d'homme en tant que créatif. Alors, quand on viole ou quand on contourne la loi, cela s'inscrit-il aussi dans le schéma précédent, négation, affirmation, construction, ou encore révolte, action créative ou action créatrice? Oui et non. Oui, car c'est par ce schéma que des réformes et des révolutions qui se sont succédées dans le monde ont contribué au progrès des sociétés humaines. Encore fallait-il que les acteurs de ces révolutions fussent habités par une bonne foi, leur ayant garanti d'agir pour de bonnes et nobles causes altruistes. J'ai dit non, pourtant, quand il s'agit des hors-la-loi et des délinquants de toutes sortes qui contournent la loi pour des objectifs égoïstes et inspirés par de mauvais principes, tels celui de l'exploitation de la faiblesse d'autres êtres humains. La fausse liberté des hors-la-loi exprime plutôt le plus grand degré d'aliénation dans lequel ils se trouvent encore. Autrement dit, des actes de réelle liberté sont ceux qui sont inspirés par des principes moraux prenant en compte les intérêts des autres hommes. Que dire en conclusion? Pour revenir à la question dont nous sommes partis,
à savoir si le droit crée la liberté. Nous dirons que sous l'angle juridique, la liberté se présente plutôt comme un droit. Il faudrait parler de droit d'expression, de droit de circulation, de droit d'opinion, et non de liberté. Et quand celle-ci s'émiette en plusieurs droits, association, expression, réunion, opinion, circulation, etc., elle achève de montrer qu'elle n'est pas là où on cherche à la loger. Cet émiettement a tendance à transformer la liberté en un objet ou en une chose. Or, la liberté ne saurait être montrée du doigt, même à travers ses œuvres. En second lieu, nous dirons que la liberté individuelle demeure la liberté agissante, la liberté des prises d'initiative, des révoltés et des bâtisseurs. Le fait est que c'est dans l'action que la liberté doit s'incarner pour être convaincante. C'est dans l'action qu'elle se prouve et s'éprouve. De notre point de vue, la liberté est une aptitude, au même titre que certaines autres facultés ou aptitudes telles que l'intelligence, qui, elle non plus, n'est pas un capital objet susceptible de comptabilisation. C'est dans ce sens que la Déclaration universelle des droits de l'homme aurait dû séparer la liberté et l'égalité en écrivant que les hommes naissent potentiellement libres et deviennent égaux en droit. Ils ne naissent pas libres en droit. Nous n'oublions cependant pas que cette rédaction l'a été à un moment où il fallait stopper, étouffer dans l'œuf toute nouvelle velléité de soumission des êtres humains à l'esclavage.